Donc je suis dans le bureau de Jean-François Fatchine à Genève, presque à la frontière française en fait. À 3-4 kilomètres. Alors peut-être commencer par là, pourquoi vous êtes installé ici? Disons que je suis né donc à une vingtaine de kilomètres d'ici et la vie m'a poussé à Genève d'une façon tout à fait naturelle, c'est-à-dire je cherchais surtout à trouver une autre clientèle, etc. Et Genève, je dois dire, est une ville-canton qui m'a toujours beaucoup plu, qui est très agréable, où on trouve tout à portée de main et qui me convient parfaitement. Donc vous êtes quand même, vous êtes une personnalité du milieu astrologique, du monde astrologique. Enfin, vous avez occupé un certain créneau. Vous faites partie de votre créneau, c'est l'informatique. C'est surtout l'informatique, oui. Comment vous avez constitué, comment vous avez investi ce créneau, si on peut dire? Je cherchais dans les années 80 un logiciel qui me convienne et je n'ai pas trouvé. Alors je l'ai fait. C'est aussi simple que ça. Et donc vous avez acquis les compétences pour le faire ou vous aviez déjà vous-même un background? Je suis complètement autodidacte. Vous avez des points communs avec avec Stanislas Marquis, qui est celui qui a mis sur pied la Téléprovidence justement à Lausanne. Donc il a un certain sens aussi de tous ces facteurs. Donc vous naviguez bien dans tout ça, vous savez prendre là où il faut, enfin, vous récupérez les logiciels, enfin, vous évoluez comme un poisson dans l'eau dans ce domaine. C'est quand même beaucoup dire, c'est-à-dire le travail consiste surtout à écouter tout ce qui se passe dans les différents milieux astrologiques, au niveau des différentes écoles, d'arriver justement à répondre au plus grand nombre, tout en restant très pointu et en même temps accessible. C'est-à-dire que le premier but, c'est d'arriver à proposer un outil qui facilite réellement le travail et qui en même temps ne soit jamais limitatif. Trop de logiciels ne répondent qu'à une seule école ou à une autre, etc. Ce sont des logiciels très spécialisés. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir que tout le monde puisse en fait découvrir l'astrologie avec un outil le plus vaste possible. Enfin, est-ce qu'on peut arrêter la musique parce que moi ça me déconcentre? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais vous avez, on peut dire que vous vous êtes mis un peu au service des chercheurs. Vous les avez aidés à mettre en œuvre, enfin, à rendre accessibles justement leurs différents travaux. Quelles sont les personnes qui ont fait, enfin si c'est pas indiscret, quelles sont les personnes qui ont fait appel à vous? Où est-ce que vous... J'ai travaillé donc avec Labouré, avec qui on a fait ensemble donc, le logiciel Indy, qui est un très très chouette outil où là j'ai eu beaucoup de plaisir justement à découvrir une astrologie dont j'ignorais tout à l'époque. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi collaborer avec d'autres astrologues. Disons que les choses m'arrivent un petit peu dessus, je prends un peu ce que je peux et j'amène en fait tout ce que je peux à ma passion. Alors, donc ça, finalement, le problème c'est que parfois grâce à l'informatique justement, on rend accessible des systèmes qui autrement seraient presque inutilisables en fait. Qui sont d'une telle complexité qu'il n'y a que l'informatique qui permet de les pratiquer. Nous vivons à une époque où tout va très très vite. Vous savez très bien qu'au temps de Morin de Villefranche, quand il y avait une naissance dans une famille, il fallait 3 mois pour calculer toutes les directions, etc. Et où un astrologue était donc payé à plein temps pour cela. Maintenant, il ne faut plus que quelques secondes et c'est justement là tout l'attrait de l'informatique qui, pourtant, l'informatique va bien sûr faciliter le travail, mais ça ne va pas mâcher le travail à l'astrologue. C'est quand même l'astrologue, au final, qui décide ce qu'il va dire. Oui, je veux dire que ça lui donne sous la main des informations à trouver, à constituer par lui-même. L'astrologie que je pratique personnellement me demanderait, avec des calculs manuels,
au minimum une journée par thème. Donc, oui. Donc ce sont des astrologies qui ne pourraient exister sans l'informatique en fait. À l'heure actuelle, on peut justement redécouvrir des formes d'astrologie qui existaient, qu'on n'utilisait plus pas. Et à un moment donné, on a même commencé à désapprendre même l'astrologie par souci de simplification. Maintenant, grâce à l'informatique, je pense qu'on peut justement réapprendre une astrologie beaucoup plus profonde, beaucoup plus proche de celle des origines, beaucoup plus pointue, chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant. L'astrologie était du reste une science pluridisciplinaire qui était faite par des scientifiques. Maintenant, n'importe qui peut faire de l'astrologie. Oui. Ça démocratise. Oui, et puis même les astrologues gagnent du temps aussi, donc ils peuvent faire payer moins cher théoriquement leur consultation. Donc ça démocratise aussi ce point de vue-là. Théoriquement. Hein. C'est clair. Je me réjouis justement d'avoir ouvert les portes à d'autres personnes. Je crois que tout savoir se doit d'être partagé, si petit soit-il. Et l'informatique, justement, permet justement de partager ce savoir. Je me suis arrangé de façon à proposer en même temps un cours d'astrologie réel au niveau des logiciels. Autrement dit, il suffit de glisser la souris sur une planète, sur le symbole d'une planète pour pouvoir lire son symbole, pour pouvoir savoir de quoi on parle. Tout cela permet à des débutants vraiment de s'initier petit à petit à l'astrologie, et puis ça permet d'avoir en fait des outils qu'on ne peut pas avoir. Avant, il fallait avoir la série de bouquins, les éphémérides, etc., les tables des maisons. Maintenant, on a tout ça en un seul outil, et c'est pas plus mal. D'ailleurs, à propos de pédagogie, je crois, j'avais rencontré il y a une vingtaine d'années quelqu'un qui avait mis sur pied tout un cours d'astrologie qui passait par l'informatique. On pourrait apprendre l'astrologie avec un logiciel qui fournirait des informations progressives pour avancer. Bon, c'est clair que... C'est clair qu'on Franceschi. D'accord. Hein. Pourquoi pas? Je crois que l'informatique, en fait, est utilisée à tellement de fins à notre époque. Il existe des cours d'anglais par informatique où il y a un micro qui est capable de décider si votre diction est bonne ou mauvaise. Tout est possible. Sur mon dernier logiciel, là, il y a un énorme cours de quelques 1850 rubriques qui parle de pratiquement tout en astrologie, des étoiles fixes au degré symbolique, en passant par les planètes. C'est vrai que l'informatique permet de concentrer réellement les informations, et c'est tout le travail de l'informaticien, c'est d'arriver à donner au compte-gouttes en fait les informations que l'utilisateur demande. Distiller les informations, et uniquement celle-ci, uniquement ce que veut la personne. Alors moi, le problème qui se pose, alors premièrement, il est évident que nos prédécesseurs n'avaient pas ces outils-là, et plus l'on présuppose, donc plus ça implique des calculs, plus ça suppose lui-même, en quelque sorte, soit confronté à cette complexité. C'est-à-dire que ça présuppose, on oublie souvent que ça présuppose, s'il y a une complexité des calculs et des opérations, ça veut dire aussi que quelque part, dans la réalité aussi, il y a une complexité, et dans notre psychisme aussi, il y a une complexité. Bien entendu, bien entendu. Je crois que l'homme n'a rien fait sans que son psychisme n'en ait réclamé un besoin ou un autre. Il est évident que plus on va loin en astrologie, plus les deux... C'est toujours parce qu'il y a une demande qu'on arrive à créer quelque chose. C'est peut-être le propre de l'être humain d'arriver justement à créer des outils qui lui permettent de se dépasser lui-même. Oui, mais bon, ça nous renvoie à l'origine de l'astrologie, parce que l'astrologie, d'où est-elle apparue? Je suppose que, parce qu'il y a des questions en amont qu'on est obligé d'aborder avec vous.
puisqu'on est dans le domaine de la... Dès qu'on parle, on est dans le domaine de la complexité. Donc cette complexité, d'où elle vient, comment est-ce qu'elle est nécessaire à l'homme, etc. Et donc ma question, ce sera, est-ce que... comment est née l'astrologie, et est-ce qu'il y a un décalage entre l'astrologie telle que nous la connaissons aujourd'hui et telle que nous la pratiquons et celle qui a pu exister à l'origine, si on peut dire? Bon, évidemment, l'astrologie est un des moyens. Il y avait bien sûr d'autres systèmes pour définir l'avenir. C'est vrai que même, certaines personnes n'aiment pas savoir ce qui va arriver, d'autres en ont besoin, d'autres utilisent l'astrologie simplement pour être rassurés, d'autres pour mieux se connaître, d'autres pour avancer davantage, d'autres parce que ça leur donne en fait un véritable guide, un guide de sagesse. Disons, il y a différentes formes d'astrologie qui dépendent évidemment de la personne qui la pratique. Au niveau de la clientèle, très souvent, on me demande de simples réponses. Oui, non, quand, comment. Il est parti, est-ce qu'il va revenir? Très souvent, il y a des problèmes d'ordre affectif. Et le premier but, c'est de replacer la personne face à elle-même de façon à ce qu'elle puisse adopter justement un comportement qui va la pousser à aller vers ce qu'elle cherche. Pour ceci, il y a des tas de méthodes. Auparavant, donc, on utilisait une simple vue du ciel, on regardait le ciel, et quand on voyait deux planètes en train de se battre, bien évidemment, on disait que les dieux étaient en train de se mesurer l'un à l'autre. Ou de se rejoindre, enfin. Ou de se rejoindre, ou de s'amuser, etc. En ce qui se passe dans le ciel. Disons qu'à l'heure actuelle, les besoins ne sont pas les mêmes qu'auparavant. Auparavant, l'astrologie était uniquement collective. C'était une astrologie qui servait plus à asseoir le pouvoir des dirigeants. Quand une éclipse a lieu au lever du soleil, les rois se réconcilient. On peut lire ça sur une tablette en caractère cunéiforme. Issu tout droit de Babylone. Aujourd'hui, les besoins au niveau de l'astrologie sont quand même beaucoup plus personnels. Et c'est plus du tout la même forme d'astrologie, puisque auparavant il s'agissait donc d'une astrologie très collective. Maintenant, quand on prend les préceptes de l'astrologie de Ptolémée, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis. Ce sont les mêmes planètes. Bon, bien sûr, on a rajouté les planètes transsaturniennes, oui, bien sûr. Est-ce qu'elles répondent réellement à une demande? Bien sûr, quand Uranus est à 1 ou 2 degrés d'une planète, on en sent les effets, bien sûr. Quand Neptune transite de façon très très serrée dans notre planète, on s'en rend compte. Pluton, c'est vrai, quand il est conjoint à la Lune, la personne est davantage sous pression. Mais est-ce que ces 3 planètes nous donnent de meilleurs résultats? J'en suis pas sûr, et je préfère rester justement dans le fameux septénaire qui donne quand même des résultats réellement probants. Et qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui à l'astrologie? On demande surtout qu'elle soit sûre, qu'elle soit fiable. On demande des méthodes qui marchent. Et c'est pour ça, à mon avis, que quelques personnes se sont détournées de l'astrologie par manque justement de fiabilité. On a accordé trop de crédit à des méthodes qui ne marchent qu'une fois sur 2. Si vous avez un médecin qui vous donne des médicaments qui ne marchent qu'une fois sur 2, vous allez finir par l'engueuler. Eh bien, c'est la même chose qui devrait se produire en astrologie. On devrait engueuler l'astrologue qui ne donne pas de bonnes réponses. Alors, justement, à ce propos, on va tout ça part un peu. À ce propos, moi je dis toujours, le problème de l'astrologie, c'est que parfois elle prête plus que ce qu'elle ne peut faire. Il y a aussi la question de est-ce qu'il n'y a pas des astrologues qui vont au-delà
Parce que quand on dit l'astrologie s'est trompée ou a échoué, ou je sais pas, c'est aussi par rapport à ce qu'on imagine qu'elle peut faire. Non, c'est ce que disait Ptolémée au IIe siècle, qu'il ne fallait pas interdire les chars parce qu'il y a de mauvais conducteurs de chars. Hein. Oui. C'est comme, c'est vrai que au temps des Romains, il y a des automobilistes qui prennent trop de risques aussi. Voilà, alors ceux-ci doivent être sanctionnés. Voilà. C'est vrai qu'au temps des Romains, les Chaldéens, puis c'est ainsi qu'on nommait les astrologues, ceux qui se trompaient étaient gentiment invités au cirque. Ah oui, d'accord. Oui. Donc ils avaient intérêt à être réellement bons. Le cirque, ça veut dire la mort. Ah, oui, il était mortel de se tromper dans ses prévisions à cette époque. Hein. Donc aujourd'hui, ben, on n'en est plus du tout là, mais je crois qu'on devrait être beaucoup plus critique par rapport à son propre travail, être beaucoup plus critique par rapport aux outils qu'on emploie, et ne plus en fait se satisfaire de méthodes qui marchent une fois sur deux, ou ces méthodes-là doivent être utilisées à des fins de recherche, parce que très souvent, par exemple, si on me montre des cartes de direction primaire, je ne sais pas les lire. Et je ne m'en cache pas, je veux dire, je ne sais pas lire les directions. Il doit y avoir une méthodologie dans la façon de les aborder qui ne se fait pas comme ça d'une façon intuitive. Et très très souvent, justement, dans la problème qu'on a par rapport aux différents livres qu'on peut lire de nos... Savoir exactement par quel fil dérouler cette méthode. C'est-à-dire que si on prend le mauvais chemin, eh bien on va se tromper à la fin. On a l'impression qu'il commence par un bout, un peu par hasard, un autre bout. Tiens, on va commencer à m'intéresser par cette configuration, puis là. Et puis ils sont un petit peu débordés. Alors ils sont obligés de... Au fond, on oublie un chemin, tant mieux, comme ça, on a l'impression qu'on fait jouer un peu le hasard dans ce qu'on va ou non prendre en considération. C'est vrai. Donc, d'un côté, on veut avoir tous les éléments, et en définitive, on en laisse tomber la moitié c'est clair, en cours de route. C'est clair. Là que je vois, justement, dans les cours que je donne, à tous mes élèves, je pars toujours du début, prenez l'ascendant, quel est son maître, etc. Il y a toujours en fait un fil conducteur de façon à ne pas se perdre. Mais ce fil conducteur-là, évidemment, il correspond à l'enseignement donné à un moment donné, et par rapport à notre méthode, eh bien ma foi, comme je l'ai dit, les directions primaires, là je ne sais pas par quel bout dérouler le fil, donc c'est une méthode que je n'emploie pas. Est-ce que vous n'employez aucune méthode directionnelle? Là on parle de ce que vous faites vous, mais on ne parle pas des produits que vous mettez sur le marché. Vous avez probablement des produits où il y a les directions primaires. Bien entendu. Hein. Là, je laisse en fait l'astrologue un petit peu livré à lui-même. C'est lui qui doit savoir comment on lit. Vous n'apportez pas un cachet de qualité. Si je pouvais connaître toutes les méthodes, pouvoir toutes les appliquer, je serais vraiment heureux. Je serais heureux. Jusque-là, je sais très bien proposer des bonnes interprétations par rapport aux périodes planétaires indiennes, qui sont un système cyclique absolument admirable. Ça, par exemple. Voilà, qui sont d'une fiabilité redoutable. Bien qu'on ne sache pas très bien comment les chiffres d'années sont attribués. Enfin. Il y a des mystères, par contre, ça marche. Ça marche. Il n'y a pas une fois où je n'ai pas trouvé de correspondance. Oui. Si on applique le système de A jusqu'à Z, avec quelques dérivés bien sûr, on arrive toujours à une, on arrive toujours à une fiabilité absolue. Ah oui. C'est presque, ça en devient effrayant. Ça, disons que le libre arbitre, bien sûr, là-dedans, réside en ce qu'en fera la personne concernée. Mais les données seront là. Mais les données sont là. La crise, en tout cas, elle, va être inévitable. Oui, mais là, par exemple, je ne sais pas, moi je ne connais pas par cœur, mais ce sont des systèmes ça correspond à des périodes d'un certain nombre d'années. Voilà. Alors, la précision, elle vient dans le passage d'un achat ou à un autre, ou dans ce qui va se passer tout au long de la période? De ce qui va se passer, bien sûr. Parce que sur une période, il y a quand même beaucoup de choses. Si par exemple un achat fait 7 ans,
en 7 ans, il peut se passer des... Oui, mais il y a donc des périodes, ensuite il y a les sous-périodes, voilà, ensuite il y a les interpériodes, voilà. Et au travers de tout cela, bien voilà. sûr, il y a les transits. Oui. Hein, les transits qui vont venir, bien sûr, réguler, en quelque sorte, donc les périodes, et du reste, maintenant je ne m'amuse plus du tout à interpréter tous les transits, je prends uniquement les aspects des planètes liés aux périodes planétaires et on tombe tout de suite dessus. Et ça permet justement d'épurer pour ne répondre que aux besoins de la personne. Autrement dit, quand on se pose la question pourquoi est-ce que cette personne vient me voir, les périodes planétaires répondent tout de suite, on a tout de suite le nom des meneurs en quelque sorte, hein, et on arrive immédiatement à répondre aux besoins de la personne. Il n'est plus nécessaire de comprendre le thème en entier, il suffit de comprendre comment les planètes en question, un temps absolument inouï, et le plus important que tout, c'est que c'est tout fiable. Mais ça, donc c'est un mélange d'astrologie indienne et de théorie des transits qui n'est pas spécialement indien. C'est pas forcément indien. C'est vous qui avez fait la combinatoire entre ces différentes choses? Non, pas uniquement. Labouré l'employé, par exemple, beaucoup d'autres. Il combine les transits avec des... Bien sûr. Bon, maintenant, l'astrologie indienne, c'est un grand terme. Hein. Quand on parle de puriste de l'astrologie indienne, il y a plus de 400 courants. Il y a plus de 400 écoles. Krishnamurti, les écoles modernes, etc. On ne peut pas en faire le tour. Ce sont des récupérateurs de génie. Si vous voulez, l'avantage de... On en parlait justement tout à l'heure avec cette dame Sylvie Galland là, qui prépare ce congrès théorie, thérapie et astrologie, au 5 octobre 2008 à Puydou. L'avantage, elle nous parlait beaucoup par exemple des âges. Elle nous disait ce qui est important, c'est d'avoir... Alors elle ne parlait pas des dasas, mais elle parlait des âges. Alors, 7 ans, 14 ans, 21 ans. Oui, donc, elle disait qu'il y en avait d'autres comme ça, mais bon, les dasas, c'est une chose, c'est pas calculé après là, mais enfin, ça permet d'avoir des. On sait qu'on est dans une période qui va durer tant de temps, et puis après une autre période dans tant de temps, et ça, c'est. Je me mets à la place d'un astrologue occidental, qui est souvent un petit peu submergé par tout un ensemble de facteurs, et là il a une espèce de colonne vertébrale en fin de compte. Voilà. Il va pouvoir articuler son savoir autour de cette colonne vertébrale, et il saura à un moment donné, voilà, bon, on est dans un dasa de Mars, on est dasa du Ketu, et on a une ligne générale qui va durer tant de temps, voilà. Et là-dessus on va pouvoir articuler le reste, mais on aura cet axe-là. Voilà, et de la même façon, cette dame, Madame Galland, disait, bon, ben, nous on fait la même chose, mais nous on le fait non plus avec les dasas, enfin, elle ne savait pas comme ça, mais on le fait à partir d'une cyclicité qui n'est même pas astrologique à la limite. Non, c'est oui et non. Oui, enfin, l'histoire de 7 ans, 14 ans, 21 ans. C'est le cycle de la Lune progressée et de Saturne, voilà, c'est ça. Très bon, connu. Mais en tout cas, ça montre bien que l'astrologie est énormément développée au niveau des ramifications, de la complexité, et que maintenant elle est en quête de quelque chose, d'au moins un certain nombre de polarisations beaucoup plus simples, qui vont permettre de réguler tout ça. Non ? Si, et heureusement, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à une astrologie du genre ? J'ai également une ligne donc payante, les gens m'appellent, de parfaits inconnus, je dois leur répondre sans me tromper, parce que ça fait partie de mes responsabilités, je dois leur répondre immédiatement sans me tromper, selon leurs questions. Leurs questions peuvent être diverses. Vous allez leur dire, vous êtes entré depuis 3 ans dans une période, ça en question, correspondu, ça, et puis vous allez rester encore quelques années dans la même phase, et puis dans 5 ans, il va y avoir un changement de phase, je m'imagine comme ça. Voilà. Vous avez évidemment un système qui vous permet immédiatement de calculer à quel dasa, et depuis combien d'années. Exactement. Évidemment, elle n'est pas en plein dans un début de dasa, elle est au milieu d'un dasa, et donc vous avez le point de départ, le point d'arrivée. On voit tout de suite, en fait, quand les problèmes, par exemple, relationnels vont s'estomper, quand d'autres problèmes vont intervenir. Et là, chaque dasa donne sa tonalité. Le dasa de Vénus, c'est pas le dasa de Mars. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est que vu que ces personnes payent à la minute, elles n'ont pas le temps d'attendre que j'ai fini d'analyser pendant 3 ans leur thème. Il faut vraiment répondre en 2 minutes, pas plus. Il faut cerner le problème.
Et cette méthode a justement l'avantage, et ça, les sages de l'astrologie indienne ont vraiment un génie absolument invraisemblable, incroyable, d'avoir réussi à mettre au point une méthode si pertinente, si fiable. Les Indiens sont fatalistes, ils ont tout leur point de vue sur le karma, etc., ce qui les a en quelque sorte obligés à développer des méthodes fatalistes. Mais au moins ça marche. On va peut-être faire une pause. Là. On peut rappeler la compagnie aux indiques. Téléphone, on n'a pas besoin de savoir que j'ai les appels. Je vais même décrocher, ce sera plus Ça simple. vous va. Voilà. Donc, vous avez 3 casquettes en quelque sorte. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui réfléchit sur l'astrologie, qui met votre savoir informatique au service d'un certain nombre de projets que vous ne garantissez pas en tant que tel, sinon dans la qualité technique, mais vous n'en garantissez pas le bien fondé ni la fiabilité sur le plan des résultats. C'est quelque chose d'impossible. De toute façon, votre question touche forcément au libre arbitre. Si une crise peut être déterminée, si une crise est prévisible, le résultat de cette crise dépend bien sûr de la personne en question. Qu'elle se prend en charge, ou est-ce qu'elle cherche à être assistée, etc. Il y a de nombreuses questions qui sont sous-jacentes à cette même question, et je dirais que c'est une question individuelle. Le résultat est absolument impossible d'être garanti en astrologie. Oui, donc quand vous dites que quelque chose est fiable, c'est toujours très relatif, de toute façon. Vous parlez tout à l'heure des dasas qui sont fiables, oui, il y a toujours les mêmes réserves, de toute façon. Comment dire, à ce moment-là, ça ne servirait à rien d'aller voir un médecin, puisque de toute façon, le thème dirait qu'on va être guéri. Donc, si vous voulez, moi je crois qu'il faut effectivement, ce qui manque un petit peu, c'est de définir ce qui... on a l'impression que c'est un peu du qui tout double en astrologie, c'est-à-dire, ou bien j'ai prévu juste, ou bien je me suis trompé. Mais en réalité, on peut prévoir ce que j'appelle un certain type de phénomène qui va se manifester, dont on ne connaît pas toutes les implications, mais le phénomène lui-même sera identifiable. C'est ce que j'appelle la différence entre l'effet et le fait. C'est-à-dire que l'effet, il y a une cause astrologique qui provoque un effet, mais cet effet, ça n'est pas un fait, parce que cet effet, il va se combiner avec d'autres facteurs qui aboutiront au fait lui-même. Donc il y a une trilogie, la cause, l'effet de la cause, et puis le fait qui, lui, est la résultante de tout un ensemble de causes. Alors, mais je crois que les astrologues n'ont pas encore compris qu'on pouvait essayer d'identifier un effet qui serait proprement astrologique, sans pour autant, et le faire apparaître clairement, sans pour autant induire ce que ça va donner dans un cas particulier. Disons qu'on peut parfaitement savoir si une confrontation sera facile à résoudre ou pas. Par exemple, j'avais fait l'étude de Carla Bruni, où on voyait très très bien un mariage, parce qu'elle rentrait dans une phase jupitérienne et que son Jupiter était en parfaite position, ça allait aboutir à quelque chose de valable. Maintenant, est-ce que ça va durer? J'attends 2010. À mon avis, il y aura une crise au niveau du couple présidentiel à ce moment-là. Pourquoi pas? De toute façon, il y a toujours des cris, il y a toujours des ajustements au bout d'un certain temps. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Disons que on peut savoir si une partie de la vie sera facile ou pas. Maintenant, ce qu'on va en faire, c'est un tout autre débat. C'est-à-dire, une personne peut avoir des problèmes d'argent pendant un moment, mais s'il peut en tirer une certaine sagesse, ça lui sera profitable par la suite. Et le fait de savoir dans quel domaine les crises vont se produire, ça peut être tout à fait positif et bénéfique dans le sens où la personne va pouvoir par la suite s'améliorer, faire mieux, se dépasser. Et à quoi servirait l'astrologie si
son but ne serait pas de rendre le pronostic faux quand il dérange. Oui. Je crois qu'il faut absolument insister sur le fait que même si on a des méthodes fiables, comme en astrologie indienne, où c'est vraiment très fataliste, hein, mais le premier but, c'est de se dire, bon ben, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et bien je vais faire en sorte que ça aille. Et Oui. en cela, nous sommes libres. Bien sûr, j'ai eu le cas, je me trouvais justement à Paris, Oui. où une personne est venue me voir. Elle me dit qu'elle a un cancer, elle avait déjà un certain âge, etc. Son cancer est apparu juste avant la phase de Ketu. Or, Ketu, c'est toujours une grande phase d'instabilité, donc c'est cette année où les choses sont plutôt difficiles en fait à résorber, rien ne va, grande instabilité, grande nervosité, etc. Avoir un cancer juste avant une crise comme ça veut dire qu'à la fin du cycle de Ketu, cette personne-là ne sera plus là. Ça fait que ça aura quand même un délai, un sursis de quelques années, voilà. Si elle va jusqu'au bout du... Voilà, et surtout que son cancer, à mon avis, il était plutôt fatal. Il y a des maladies comme ça qu'on ne peut pas guérir. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire, bien sûr. Il y a des choses où on n'a pas notre libre arbitre. Mais il y a d'autres choses où on l'a. Et dans ce cas-là, c'est à nous de le prendre. C'est pas parce qu'on voit qu'il y a une crise, c'est pas parce que... Et je crois que tout le débat de l'astrologie, justement, libre arbitre, etc., est un débat, je dirais, presque stérile. De toute façon, nous l'avons, notre libre arbitre, puisque nous pensons. Le simple fait de réfléchir nous donne ce libre arbitre. Sans celui-ci, nous ne serions rien. Oui, mais enfin, si vous voulez, bon, en vous écoutant, on a l'impression que l'astrologie peut prévoir des échéances difficiles et même pénibles. Et moi, je préfère parler d'ajustement. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que est-ce que ce sont des ajustements, ça veut dire des choses qui sont nécessaires, qu'il faut des ajustements qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas forcément faciles à faire ou agréables à réaliser, mais qui obéissent quand même à une certaine nécessité. Parce que l'astrologie, quand même, elle est quand même censée nous proposer une vision à peu près cohérente du monde. C'est-à-dire une vision où il y a une cyclicité, normalement. Dans une cyclicité, il n'y a pas forcément... une cyclicité, elle a une cohérence en elle-même, la cyclicité. Elle ne prévoit pas elle peut prévoir des ajustements qui peuvent être plus ou moins difficiles à mener, mais elle ne peut pas prévoir des crises qui soient absolument inévitables. Ça dépend ce qu'on entend par crise. Mais disons quelque chose qui serait... je ne sais pas, par exemple, si on prend le cycle des saisons, l'hiver, c'est pas très drôle, mais on ne va pas dire que c'est une catastrophe qui est l'hiver. Vous comprenez ? Ce sont des moments à passer, mais qui ont leur nécessité, parce qu'après, il y a autre chose qui vient. C'est pas la même chose que d'annoncer des accidents, des choses qui vous tombent dessus et dont on pourrait très bien se passer, en fait. C'est-à-dire qu'il faut faire attention entre justement les grandes phases impersonnelles. L'hiver est complètement impersonnel, il touche tout le monde, tandis que la manière dont, par exemple dans le cas que j'ai cité il y a quelques minutes, Ketu touchait la santé, c'est quelque chose de très personnel. Il faut faire justement la différence entre une astrologie qui touche vraiment la personnalité, la vie même intime de la personne, et une astrologie plus globale qui touche le plus grand nombre. C'est clair que souvent, l'astrologie mondiale a énormément d'effets sur également les destins individuels. Aussi. Le prix de l'essence qui augmente, et tout à coup, une personne ne peut plus aller travailler là où elle avait l'habitude d'aller travailler à une trentaine de kilomètres parce que ça lui coûte trop cher, par exemple. Et ça oblige entièrement de réorganiser. Et par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois, on peut le lire sur le plan purement individuel. Et c'est vrai que ce sont des questions fort pertinentes que vous posez, des questions qui sont presque sans réponse en fait satisfaisante, dans le sens où ce sont
comment dire, un point de vue, on rejoint un autre, et c'est clair que notre point de vue en fait, de l'astrologie est trop humain, alors que l'astrologie est quelque chose de global. Oui. C'est naturel. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il semble que tout se passe comme si, effectivement, je sais pas, imaginez par exemple des gens qui attrapent froid pendant l'hiver. C'est parce qu'ils ont été négligents. L'hiver était nécessaire, mais ils l'ont mal passé, ils ne se sont pas adaptés, ils n'ont pas compris qu'il y avait un changement à faire, et il leur arrive des choses. Mais ce n'était pas écrit qu'il devait leur arriver quelque chose. Il était écrit qu'il y avait un ajustement parce qu'il y avait un changement de température, un changement de etc. Et que à chaque fois qu'il y a un ajustement, il se passe bien ou mal. Mais ça veut dire quand même qu'il y a une nécessité. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, il y a le phénomène, et puis là, effectivement, comme vous dites, au niveau individuel, les gens le vivent plus ou moins bien. Mais cette façon de le vivre plus ou moins n'est peut-être même pas d'ordre astrologique. En général, quand on voit qu'il y a une crise, par exemple, j'utilise énormément la méthode des cartes de division. Qu'est-ce que c'est que les divisions? C'est que simplement, on effectue en fait un simple calcul. Par exemple, on prend la position de Mercure, on multiplie par 9, et on va tomber sur l'harmonique 9, qui, elle, va nous parler de la vie relationnelle. Si maintenant, la personne rentre dans une phase avec des transits de Mercure, etc., ou sur la division 9, sur la carte de la division 9, Mercure va être situé dans les maisons problématiques 6, 8, 12, à ce moment-là, on sait que le dialogue ne va pas être satisfaisant sur le plan relationnel uniquement. C'est-à-dire qu'il y aura forcément des confrontations par rapport à la façon de dire les choses. Il y aura très souvent des frustrations parce que l'un ne va pas comprendre ce que dit l'autre. L'un va parler de blanc, l'autre va parler de couleur crème. C'est presque la même chose, mais chacun va un petit peu pinailler sur les détails et il y aura des confrontations à cause de ça. Si maintenant la personne sait d'entrée qu'elle doit ajuster, justement, comme vous le dites si bien, son discours, à ce moment-là, les choses seront beaucoup plus simples. Mais évidemment, il y aura, pendant la période, justement, de Mercure, des réajustements continuels, et très souvent, surtout quand on a affaire à des cycles qui sont longs, je me rappelle d'une personne à qui j'avais dit tu verras, à partir de février 2004, ta vie ira nettement mieux, tu auras affaire à d'autres situations, tout sera plus simple pour toi. Et puis il m'a dit par la suite que sur le moment, il m'avait traité de fou, parce que ce que je lui avais dit devait survenir dans les 3 ans, puis qu'il n'avait pas le temps d'attendre, et pourtant, quand il m'a revu par la suite, il m'a dit tu avais raison, en effet, c'est bien à partir de cette date-là que les choses ont été nettement plus simples pour moi. Le fait de connaître une datation permet également de savoir quand on peut baisser la garde. Et ça peut être aussi important, selon bien sûr la personne en question, selon à qui on a affaire, etc. Selon aussi le problème. Oui, enfin, moi, ce qui nous différencie, si vous voulez, c'est que, pour moi, moi, je pratique une astrologie de la simultanéité, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire que je pratique une astrologie avec la même configuration. Tout à fait. Donc, par conséquent, cette configuration ne prétend pas préjuger de ce que chacune de ces personnes va faire de cette configuration. Bon, alors, je laisse effectivement à des informations extra-astrologiques le soin de déterminer comment chaque personne vivra la configuration en question. C'est clair, c'est une grande différence. C'est aussi pour cela que j'ai, suite au logiciel Indi, où j'ai justement beaucoup plus bifurqué vers l'astrologie indienne, dans le sens où elle apportait peut-être plus de réponses à mes clients. Où justement, quand on me pose la question quand est-ce qu'il va revenir, c'est une question banale, pourtant il y a une détresse derrière la question, et le fait de répondre peut souvent soulager. Oui, mais si vous voulez, quand même, je vais apporter un petit bémol, c'est qu'en fin de compte, en réalité,
je série quand même les problèmes, je série quand même les catégories de population qui sont plus ou moins bien affectées par la configuration en question. Mais je ne la situe pas astrologiquement, je la situe selon des critères de sexe, par exemple. Oui. Je dis par exemple que les hommes et les femmes ne vivent pas certaines configurations de la même manière, que selon le niveau socio-professionnel ou socio-culturel, certaines configurations favoriseront certains plutôt que d'autres. Donc, d'un côté, j'ai la configuration astrale, et de l'autre côté, j'ai la catégorie socio-culturelle, ou socio-professionnelle, ou sexuelle à laquelle la personne appartient, et cette catégorie-là, je peux dire que telle configuration lui sera favorable ou pas. C'est-à-dire que quand je dis favorable, ça ne veut pas dire que ce soit bon ou mauvais, ça veut dire que ça sera une période où elle sera plus ou moins portée en avant ou pas. Et je dis par exemple, bon, avec cette configuration-là et votre profil socio-professionnel, vous avez intérêt à ne pas trop vous avancer. Parce que ce n'est pas votre tour, si vous voulez. C'est-à-dire que ce n'est pas votre tour. Prenez un profil bas, attendez que ça passe, et là, justement, l'astrologue est intéressant parce qu'il va pouvoir dire à quel moment les choses vont redevenir intéressantes. Donc voilà. La personne nous dit maintenant non, mais dans 2 ans, oui. Oui. Quelque part, nous allons dans le sens. Tout à fait dans la même direction. Simplement que vous utilisez un outil pour cela, moi j'en utilise un autre, tout simplement. Je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous, bien sûr. Il est clair que de toute façon, en fonction, bien sûr, vous l'avez très bien dit, du sexe, du niveau socioculturel de la personne, évidemment, les réponses à donner ne sont pas les mêmes. Il est bien clair qu'on ne répond pas de la même façon à une personne qui a un revenu modeste, qui est en détresse tout simplement parce qu'elle a un enfant à nourrir et puis qu'elle ne sait pas comment s'y prendre parce que son copain l'a quitté, qu'à une personne qui a déjà des responsabilités sur le dos, etc. Le discours est complètement différent. Et non seulement le discours, mais surtout le thème astral de chacune de ces personnes va également refléter, bien sûr, je dirais l'ampleur quelque part de la crise. Et bon, vous prenez en fait une même configuration pour tout le monde. Moi, j'isolerais justement dans cette configuration ce qui va convenir à la personne en fonction de son thème. Alors, oui. Alors, donc, effectivement, on peut jouer à ce jeu pour voir où est-ce qu'on diverge, où est-ce qu'on converge. Voilà. Mais là, ça devient technique uniquement. Non, mais pourquoi pas? Parce que, effectivement, moi, j'utilise des configurations astronomiques réelles, oui. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, des DASA. Bien qu'il y a un point de départ, mais après, ça se déroule. On sait même, ils ne savent même pas très bien eux-mêmes pourquoi on a attribué tel nombre d'années à telle planète et pourquoi dans tel ordre et pas dans un autre. Enfin, pourquoi est-ce que Mercure est le jour du mercredi? Oui, tout ça c'est une astrologie un peu fictive quelque part, n'est-ce pas, même si elle peut être vérifiée. Elle ne, si vous voulez, on peut pas parler, on parlait tout à l'heure justement avec Stanislas Marquis du type d'astrologie dont moi je parle beaucoup de signal. C'est un signal. Alors, il y a un signal cosmique qui est là, et puis les gens le perçoivent, ça les déclenche d'une certaine manière. Là, il y a une réalité astronomique précise, une conjonction, par exemple, d'une certaine planète avec une certaine étoile ou je ne sais pas quoi, parce que moi je travaille sur des étoiles. Et puis là, c'est un élément astronomique qui est visible, qui se produit à un moment donné X, et qui va déclencher comme une sorte d'hypnose, qui va déclencher un changement de comportement, programmé en quelque sorte pour réagir à ce signal et modifier notre comportement. Mais le problème, si vous voulez, et c'est pour ça que je pratique une sorte d'astrologie un peu marxiste, c'est-à-dire il y a le problème de la lutte des classes. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui... à un certain moment, la configuration favorise les personnages qui sont, disons, des classes supérieures, c'est-à-dire de ceux qui ont un grand pouvoir global, qui sont un peu à la tête de grands systèmes, de grandes affaires. Et puis, à d'autres périodes, ces personnes-là sont un petit peu
en déclin, et à ce moment-là, il laisse la place libre à des personnages de moindre importance, mais qui sont plus pointus sur le plan technique. C'est-à-dire, par exemple, voyez-vous, prenons le cas de Sarkozy. Actuellement, il est sur beaucoup de fronts, n'est-ce pas? On lui reproche, à tort ou à raison, d'être omniprésent. Donc il occupe le front à tel point que les autres personnages de son gouvernement sont un peu éclipsés. Oui. Bon, ça aurait pu être annoncé, par exemple, pour moi, ça aurait pu être annoncé. C'est-à-dire que ces personnages qui sont éclipsés, c'est-à-dire que c'est pas très drôle pour eux. C'est pas très drôle d'être Premier ministre aujourd'hui en France. Voilà. Parce que, c'est clair. Alors, mais si on prévient en disant, cette période-là les personnages qui sont chargés simplement d'un ministère et d'une fonction précise, eh bien, c'est pas le moment pour eux parce qu'on va donner la primauté à ceux qui globalisent, si vous voulez, mais ça ne va pas durer indéfiniment parce qu'on ne va pas constamment rester dans cet état de choses. Et à un moment donné, eh bien, le pouvoir va être à nouveau repartagé, redistribué entre tous les personnages, et là, vous aurez plus de marge de travail, de marge de manœuvre. Je comprends parfaitement. Et puis ça recommence comme ça indéfiniment. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on conseille à la personne de ne pas se crisper sur une situation où elle n'est pas elle est un petit peu mise sur à la marge. Oui. Moi j'appelle ça une situation de vacances. On dit, écoutez, il y en a un qui s'occupe de tout, le mieux que vous ayez à faire, c'est prendre vos vacances et puis attendre que la personne s'épuise et se fatigue. Alors là, vous allez pouvoir revenir. Faire le gros dos. Et inversement, ces gens-là qui étaient à un moment donné très importants, quand leur étoile baisse, c'est à eux de partir en vacances et de laisser la place à des gens qui sont peut-être de moindre envergure, mais qui vont faire leur travail de façon sérieuse. Je comprends parfaitement. En fait, on va exactement dans la même direction, sauf qu'on utilise, je me répète, des outils un petit peu différents. C'est-à-dire que peu importe quelque part comment on peut repérer un problème ou comment on peut conseiller quelqu'un, l'important c'est qu'on le conseille juste. Oui, mais à mon avis, ce qui est important, c'est de ne pas dramatiser les choses. C'est-à-dire de dire à la personne, il y a une certaine logique à ça. Il y a une dialectique, voilà. C'est pas votre heure, voilà, c'est pas le moment. À un certain moment, la société ne peut pas être constamment en train de se distribuer entre 1000 personnes. Il faut que tout d'un coup, il y en ait un quand même de temps en temps qui reprenne les choses en main et qui reprenne, parce qu'autrement ça se cloisonne. Donc il faut à un moment donné que ça se décloisonne. Donc il faut qu'il y ait une personne qui ait suffisamment de puissance pour pouvoir reprendre le problème dans sa globalité, plutôt que le laisser à chaque compartiment, chaque département, chaque ministère, etc. C'est vrai. C'est d'autant plus vrai qu'en ce moment, justement, Nicolas Sarkozy est dans une sous-période solaire. Il va sortir tout prochainement. C'est pour ça qu'il a son soleil. Donc, j'avais rectifié l'heure de naissance parce que l'heure annoncée n'était pas tout à fait juste. Son père, justement, devait être présent au moment de sa naissance. Et il n'était pas présent, justement, c'est pour ça qu'on a retardé en fait son heure de naissance de façon à ce que le père puisse dire qu'il était justement présent. Oh là là. Je le sais donc d'une personne qui connaît en fait les Sarkozy, et donc il serait né à 23h08. Ah, c'est un scoop ça. Enfin, moi je ne travaille pas sur l'heure de naissance, mais en tout cas nos téléspectateurs apprécieront. Et justement, donc, sur son thème natal, il a donc le soleil qui est donc exactement au trigone de son ascendant. C'est son côté narcissique, le soleil c'est l'ego, hein. Moi. Hein. Et il va sortir justement tout prochainement de cette période pour entrer dans une période lunaire qui va plutôt le décevoir sur le plan professionnel. Oui. Et la popularité, là, risque encore de chuter. Ah ben ça serait difficile que ça puisse chuter davantage, enfin bon, effectivement. Bon, écoutez, vous faites des prévisions, moi je serais, si on doit faire des prévisions, je déterminerais quand même une période un peu plus tardive, parce que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la chute de ce processus-là correspond au semi-carré de Saturne avec l'étoile, en l'occurrence de Régulus, qui est au début de la Vierge. D'accord. Et donc on a encore 2 ans à peu près avant qu'il y ait un passage de témoin. C'est-à-dire que quand Saturne sera en quelque sorte à 20, disons vers 15 degrés de la qu'est-ce que je dis de bêtises, oui, de 45 degrés, oui, qui sera, disons, à peu près à 15 degrés de la balance, c'est ça. D'accord. D'ailleurs, de manière générale, lorsque Saturne se trouve au milieu d'un signe cardinal,
c'est pas très bon pour les empires, c'est pas très bon pour ceux qui essayent de dominer, etc. Et vous, par exemple, on prend le mur de Berlin, par exemple, ça s'est fait sur un axe Cancer-Capricorne, Saturne était sur un axe Capricorne, et ça, c'est jamais très bon pour les grandes structures, etc. Et qu'est-ce que vous pensez, justement, puisqu'on parle de télévision, qu'est-ce que vous pensez de la crise européenne provoquée par l'affaire irlandaise? Vous pensez que ça aura des conséquences ou que ça sera résorbé? J'ai du tout cette crise sur le plan astrologique. J'ai cherché en fait un thème de l'Europe qui me semble satisfaisant et je n'ai pas trouvé. Il faudra sans doute que je... Est-ce que vous pensez qu'actuellement, est-ce qu'on est dans une période difficile pour l'unité européenne ou pas? Ou est-ce que ça va s'améliorer ou est-ce que ça va empirer? Bon, pour le moment, il y a toujours en fait un petit problème lié à la confiance. À la confiance des gens par rapport aux institutions. Cette confiance avait commencé à se consolider au moment du trigone, justement, Jupiter-Saturne. Jupiter-Saturne, c'est toujours la confiance que les peuples ont envers leurs dirigeants. Maintenant, donc, Jupiter va se séparer du trigone une fois pour toutes, hein, et à mon avis, ce problème de confiance va justement être vécu différemment. Je pense que pour le moment, vu que Jupiter est en signe et que Saturne est également dans un signe de terre, lié à l'économie, lié au pouvoir d'achat, etc., il va y avoir d'autres crises. Par exemple, la Ve République va être certainement mise à mal très prochainement, à partir du mois d'août, tout simplement parce que la Ve République va passer dans une phase vénusienne qui toujours les Dastar, voilà, qui ne va pas du tout la satisfaire, et les gens vont être mécontents, ils auront l'impression de ne pas avoir de confort. Vénus, hein. Et ça serait très rapide dans 3 mois tout ça. Ça va commencer dans 2-3 mois, mais on a déjà maintenant des problèmes également, des problèmes liés au pétrole, l'euro qui est beaucoup trop fort, etc. Disons que tous ces problèmes économiques poussent quelque part à un espèce de grand mécontentement. Ce mécontentement, en fait, cette grogne, on la voit très bien, on a vu cette dernière semaine par la conjonction nœud sud-Mars, où c'était un mouvement de révolte. Le nœud sud n'indique pas les facilités, on le dit trop souvent, mais bel et bien la révolte. Il y a un côté très uranien dans le nœud sud. Et cette conjonction Uranus-Mars qu'on vient de vivre maintenant a poussé un petit peu tout le monde à être beaucoup plus irrité. Il y a eu certainement beaucoup plus de petits litiges. Les gens étaient beaucoup plus nerveux, beaucoup plus réactifs, ou beaucoup plus fatigués également. Et le simple fait, justement, qu'il y ait eu ces problèmes des routiers, les routiers c'est Mars aussi, hein, lié au nœud sud, ça a pris cette grande grogne où maintenant les gens manifestent à Bruxelles. Je pense que là, les gouvernements devront faire quelque chose, et lors de la conjonction Mars-Saturne ces prochains temps, les responsables à Bruxelles devront prendre leurs responsabilités. Là encore, Saturne-Mars va indiquer un grand mécontentement, une grande frustration. Il faudra attendre encore 1 ou 2 mois avant que justement Jupiter n'offre un nouveau terrain d'entente. Mais Jupiter en ce moment étant Capricorne, sur le plan psychologique, tout le monde pense que les choses ne vont pas bien du tout. Il faudra certainement attendre justement le début de l'année prochaine pour que les choses aillent mieux. Alors, je voudrais réagir sur votre propos, si vous permettez, Jean-François Fachin. Je parlais d'ailleurs de lutte des classes, voyez-vous. Bon, par exemple, il y a des configurations du genre mai 68, il y a des configurations qui ne sont pas du tout ça. Donc, il y a des périodes, moi ce que je pense important, c'est par exemple des périodes où on sait que, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le pouvoir au sens le plus noble du terme, le plus ambitieux du terme,
l'emporte en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle tient la route, et le moment où ce pouvoir est fragilisé. Bon. Il y a le moment où les petits, que la populace en quelque sorte, enfin les gens, les travailleurs ont des perspectives de prendre leur revanche ou de prendre le pouvoir, et des périodes où ils n'y arrivent pas. Donc ça me paraît important, cette histoire des mouvements sociopolitiques, ça me paraît important. Et en l'occurrence, le fait de dire que par exemple, tout à l'heure on parlait de période favorable ou pas, le fait de dire que des gens ne seront pas contents, ça on peut toujours le dire. Parce que moi je peux toujours dire effectivement, à un moment donné, telle catégorie de population ne va pas être contente. Bon. Mais qu'elle ne soit pas contente, ça ne veut pas dire qu'elle va l'emporter. Ça veut dire qu'effectivement, elle va être obligée d'accepter les choses comme elles sont. Donc il y a des moments où une population donnée, effectivement, on va, si elle est sur le point de l'emporter, ou si au contraire, elle va être obligée de supporter, d'avaler des couleuvres en quelque sorte, voyez-vous. Et c'est ça le rôle de l'astrologue, c'est de dire, à partir d'un point X, vers où on va, est-ce qu'on va vers une période ascendante ou descendante, parce que comme on dit, on peut toujours faire une prévision, finit toujours par se réaliser. Si on attend 10 ans pour quelque chose se réaliser, moi je dis par exemple, c'est comme quand j'attends le métro, je peux toujours dire à un moment donné, le métro arrive, de toute façon il arrivera tôt ou tard. Donc, c'est pour ça que les prévisions, il faut quand même qu'elles ne soient pas trop dans la longue durée, parce que dans la longue durée, on finit toujours par avoir ce qu'on attend. C'est clair, quand on étudie justement par exemple les cycles de Kondratiev, oui. Ce fameux économiste... Tout à fait, Kondratiev, oui. Ce sont des cycles de 60 ans où il y a toujours une phase montante, une phase descendante. C'est vrai que maintenant, si on étudie sa théorie, elle ne correspond pas vraiment au cycle, puisque normalement on devrait être dans un cycle qui remonte, alors qu'on est plutôt dans un cycle qui descend, si on regarde Leiken. Maintenant, là encore, le vrai problème en fait qui touche l'astrologue, c'est de bien connaître justement les thèmes des pays dont il parle. Pourquoi? Parce que les États-Unis influencent tout le monde, de près ou de loin. Que le thème d'un pays, c'est aussi l'importance du pays, tout simplement. L'importance du pays, tout à fait. L'importance du pays, c'est déjà une information. Or, comme les États-Unis sont dans une phase où ils ne sont pas à leur top, lamentable pour l'économie américaine, ça influence les autres pays. Mais les États-Unis ont leur cycle propre. Et ils sont prêts à tout pour pouvoir préserver leur souveraineté. Jusqu'à aller justement en Irak pour faire le plus gros hold-up mondial par rapport au pétrole. Qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, c'est un tout autre débat. Ils ont également leurs raisons. Je pense que il faudrait pouvoir voir les choses de beaucoup plus près, avec beaucoup plus d'informations pour pouvoir juger si leur action est vraiment juste ou non. Toujours est-il que maintenant, la France paye en quelque sorte les pots cassés. La Suisse aussi, l'Italie, tous les pays du monde payent les pots cassés pour cette guerre en Irak. Regardez par exemple le cas de l'Irlande, monsieur Fachin. L'Irlande, c'est 1% de la population de l'Union européenne. Bon. Donc c'est un petit facteur. Donc là, on a un grain de sable qui... L'Irlande n'est pas bien traitée actuellement. Les gens lui disent... on la bouscule beaucoup, l'Irlande, à cause de ça. Donc voyez-vous, moi je pouvais annoncer, si vous voulez, comme c'est une phase qui est... Je veux dire que c'est une phase où les Irlandais ont pris un gros risque, si vous voulez. Ils ont pris un gros... Peut-être qu'ils étaient obligés constitutionnellement de le faire. Mais, quelque part, ils se retrouvent dans une situation très difficile. D'ailleurs, c'est une page... Pour l'Irlande, c'est quand même un moment très pénible pour ce pays. Ce qu'ils ont fait, leur situation en Europe est quand même... on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire des Irlandais, en définitive. Donc, ils sont un peu sur la sellette par rapport à... Donc, si vous voulez, je veux dire par là qu'il y a des périodes qui sont favorables aux grands pays,
et d'autres périodes qui sont favorables aux petits pays. Et en l'occurrence, là, moi je considère qu'on est une période qui est défavorable aux petites entités, et finalement celle-là, moi je dis toujours, par exemple, quand on regarde la vie de quelqu'un, on s'aperçoit qu'il y a des périodes où il a le beau rôle, et des périodes où il n'a pas le beau rôle. Et ça, c'est intéressant à étudier aussi, et ça correspond à une cyclicité. C'est même passionnant, c'est clair que... Aussi bien individuellement qu'au niveau d'un pays. Pour moi, il n'y a pas de différence majeure, parce que pour moi, une configuration, elle se distribue à tous les niveaux, depuis les enjeux mondiaux jusqu'à la vie d'une famille, c'est la même signature. Absolument, absolument. Disons qu'un pays répond à d'autres critères. Là encore, il y a une différence encore. On parlait de thèmes de pays. Jusque-là, je ne travaille qu'avec des thèmes de gouvernement et non pas le thème du pays. Parce que le thème de la France date de quand? Ça dépend, il y a des gens qui prennent celui de la Constitution de la Ve République. Mais... Voilà, mais c'est un thème politique. Oui. C'est un thème d'un gouvernement. On verra les crises. Gouvernement, non, enfin pas vraiment un gouvernement. Il y a une assemblée constituante c'est quand même au-delà d'un gouvernement, une assemblée publique. Pourquoi d'un gouvernement? La Ve République, ce n'est pas vraiment la France. C'est l'entité qui gouverne la France. Oui, mais personnellement, je ne rentrerai pas de toute façon dans cette idée de faire le thème d'un pays. Donc, je sais pas.